Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro, cette nouvelle année d'ailleurs, de Transmission. En effet, vous avez entendu notre émission spéciale sur Maldoror et Fabrice Duhay il y a de cela quelques semaines, mais nous l'avions enregistrée en décembre, donc voilà, je suis encore une fois bien entouré avec mes amis Manuel As. Bonjour Manuel. Salut Olivier. Et nous avons ce soir Julien Rombaud, un revenant. Salut Olivier, salut tout le monde. Comment allez-vous messieurs? Une belle année de cinéma qui commence? Très bien. Magnifique. Eh bien, à ce point-là. Alors, on a une petite annonce à vous faire, chères auditrices, chers auditeurs. C'est juste que Lucien sera encore parmi nous, bien sûr, mais il n'est pas là ce soir. Mais nous allons adopter peut-être une formule légèrement différente cette année. Voilà, l'équipe de Transmission a décidé de privilégier des émissions un peu spéciales, plus éditorialisées, consacrées sans doute à un film ou un auteur, en alternance avec d'autres émissions spéciales autour de rencontres, éventuellement, comme nous avons fait avec Monsieur Duwels il y a de cela quelques semaines, je le disais, il y a déjà quelques minutes. Eh bien d'ailleurs, baptême du feu ce soir, donc c'est une émission spéciale The Brutalist. Et donc le cinéma de Brady Corbet, un auteur que nous ne connaissions pas jusqu'alors, et donc hypé par The Brutalist, on a décidé donc de se risquer sur ce film et de se risquer sur cet auteur, et donc nous avons, pour préparer cette émission, aussi découvert ces deux premiers films qui ne sont donc que Childhood of a Leader, un film de 2015, et Vox Lux, un film de 2018, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais on ne change pas les formules qui fonctionnent, et donc on va commencer par un quiz. Je lance donc Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, 4 questions ce soir. Et alors, le thème du quiz, c'est assez vaste en fait, puisque vous allez devoir à chaque fois trouver le titre d'un film auquel j'ai pu penser après avoir vu The Brutalist. Oh. Première question. Nous cherchons un film américain de 1949 dans lequel Gary Cooper interprète un architecte individualiste du nom de Manu The Fountainhead de King Vidor. Bonne réponse pour Manu The Fountainhead de King Vidor, autrement dit le rebelle en français. Deuxième question. À ne pas confondre avec le feuilleton, le rebelle. Non, avec Lorenzo Lamas, c'est ça dont tu parles. Nous cherchons maintenant un film germano-italien de 1969 avec Dirk Bogarde, qui est une variation sur Macbeth dans le cadre d'une famille de riches industriels qui traverse l'avènement du régime nazi. Manuel, les damnés de Luchino Visconti. Très bonne réponse de Manuel. En effet, il s'agissait des damnés de Luchino Visconti. Troisième question, ça fait 2 points pour Manu. Ça va faire 4. Hein. Non. Allez. Ne pars pas perdant. Nous cherchons maintenant un film germano-péruvien de 1982 qui suit l'aventure inachevée d'un industriel européen pour construire un opéra au beau milieu de la jungle amazonienne. Julien. Oui. Non, j'ai peur de me Fitzcarraldo. Oui, très bien, Fitzcarraldo de Werner Herzog. Très bien, ça fait 2-1. Dernière question. Nous cherchons maintenant un film américain sorti en 2007, adapté du roman Oil de Upton Sinclair, qui s'attache à déconstruire la figure du self-made man et se termine sur une piste de bowling ensanglantée. Julien. There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson. Bonne réponse, je pense que Manu l'avait et qu'il t'a gentiment... C'est pas grave, les auditeurs ne voient pas. Très bien, bravo messieurs. Donc, nous parlions donc du rebelle de King Vidor, des damnés de Visconti, de Fitzcarraldo de Werner Herzog et de There Will Be Blood de P.T. Anderson. Alors, comme je le disais, nous allons parler ce soir de 3 films de Brady Corbet, mais surtout,
allez, à 80% du temps de The Brutalist. Ces 3 films qu'il a tous coécrits avec sa partenaire Mona Fastvold, qui est aussi réalisatrice, et tous mis en image par le même chef-op britannique, Lol Crowley. Childhood of a Leader, je l'ai dit, 2015, avec Robert Pattinson et Yolande Moreau, mais aussi Bérénice Bejo, entre autres. Et Vox Lux de 2018 avec Nathalie Portman, Jude Law et Stacey Martin, déjà qu'on retrouve à l'affiche de The Brutalist. À l'instar de Rafik Hassidi. Merci Manu pour cette précision. Et maintenant donc The Brutalist qui est tourné en pellicule VistaVision. Excuse-moi, tu peux traduire là s'il te plaît ? Alors en fait le procédé VistaVision c'est une pellicule 35 mm mais le défilement de la pellicule il est horizontal et non pas vertical, ce qui fait que pour chaque photogramme il y a une longueur de 8 perforations au lieu de 4. Ça veut dire que chaque image est 2 fois mieux définie en fait. Et sinon c'est qui Brady Corbet ? Brady Corbet, donc il est né en 88 en Arizona et il a un parcours d'enfant acteur. Il a commencé à 11 ans dans des séries, puis à partir de 15 ans au cinéma. Il a fait ses débuts dans 13 de Catherine Hardwicke en 2003. Puis l'année suivante, il était faut le savoir, dans l'inoubliable Mysterious Skin de Greg Araki. Après ça, il a joué dans pas mal de films, notamment sous la direction de réalisateurs européens, comme par exemple Lars von Trier, Bertrand Bonello, Olivier Assayas, Mia Hansen-Løve, Andrea Di Stefano ou Ruben Östlund. Et pour revenir à The Brutalist. They do not want us here. Who do you mean? The people here. They do not want us here. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down. I promise. « 3h35 au compteur, entr'acte comprise, avec un petit décompte. J'avais jamais vu ça sur l'écran. The Brutalist se déroule à peu près de 1947 à 1958, avec un épilogue situé en 1980. Le film compte l'arrivée aux USA du juif hongrois László Tóth, architecte de renom dans son pays d'origine, qui est rescapé des camps de la mort. Ses premières années aux États-Unis en association avec son cousin Attila, installé comme fabricant de meubles. Sa rencontre avec le mécène Harrison Lee Van Buren, qui l'invite à créer un projet démesuré. Le retour de son épouse Erzsébet, accompagnée de sa nièce Zofia. Alors attention, il y a de fortes chances qu'emporté dans notre élan, on dévoile, d'ailleurs je viens de le faire, des ressorts de l'intrigue. Alors si vous n'aimez pas vous faire divulgacher, on peut vous conseiller d'aller voir le film parce que selon nous trois, je pense, la hype... Est-ce que la hype est justifiée, Julien ? Tout à fait justifiée, je pense. Je plus soi. Et Manu plus soi, voilà. Et je plus soi également. Donc la hype est justifiée. Allez voir The Brutalist parce que ici on va essayer d'en parler, pas dans les moindres détails, mais en tout cas je pense qu'on va pas se gêner pour divulguer des éléments de l'intrigue. Alors je le disais, on a vu Vox Lux et Childhood of a Leader. Donc les garçons, hein, Manu, Julien, désolé, on s'est toujours pas genderisé depuis 2025. Voilà. Où en étiez-vous avec le cinéma de Brady Corbet avant d'entrer dans la salle pour aller voir The Brutalist, le film événement de ce début d'année ? Pour être honnête, je n'avais jamais entendu son nom. Mais pour le travail professionnel que je suis, j'avais donc vu 1 ou 2 jours avant Vox Lux et pas encore de Childhood. Et évidemment c'est intéressant. Tu veux qu'on développe un petit peu maintenant, très vite ? Bah oui, très vite. Qu'est-ce que tu avais pensé du coup de Vox Lux ? Est-ce que tu aurais été voir Brutalist si tu avais vu Vox Lux avant ? Non, pas forcément. Et en même temps, The Brutalist nous montre qu'on peut faire d'énormes progrès d'un film à l'autre. Tout en gardant une certaine ligne ? Oui, tout à fait. En fait, Vox Lux ne m'avait pas dégoûté au point de ne pas aller voir un autre film. Maintenant, c'est sûr que c'est une proposition beaucoup moins intéressante, qui tournait un peu sur elle-même et qui n'est pas très intéressante. Mais c'est vrai que dans The Childhood, son premier film de 2015, donc tu disais,
il y a quand même déjà, effectivement, déjà ces obsessions et ces thèmes, mais en plus quelque chose d'intéressant, bien que manquant pour moi de rythme et d'action. Voilà, je trouve que il y a beaucoup de longueur et des plans statiques un peu longs, etc. Mais quand même, on voit, je trouve, surgir par moments, tantôt plastique et tantôt de cinéma, des moments qui méritent d'aller voir de Brutaliste, au moins, disons. Et donc tu disais, il développe ses thèmes, ses obsessions. Quels seraient-ils selon toi ? Il me semble que son grand thème, je ne vais pas aller chercher très loin, c'est comment la violence peut s'insinuer dans une personne, enfin chez une personne, la violence sous plusieurs formes. Donc on a une tuerie au début de Vox Lux, on a la violence un peu parentale, on a la violence de la Shoah, qui n'est pas des moindres ici dans De Brutaliste, et comment cette violence va être amenée à sublimer, j'ai envie de dire, il faut mettre des guillemets, parce que tout n'est pas bon, mais à porter un individu à se surpasser et à en faire quelque chose. Ça, c'est, il me semble, le thème qui est développé dans les trois. Après, il y a des obsessions filmiques au niveau des génériques, au niveau des images d'archives, etc., qui sont utilisées, qui me semblent communes aux trois et où je me dis, tiens, il y a même une espèce la coupole qu'il y a dans la bibliothèque de Brutaliste. Il y a aussi une espèce de toit pareil dans Childhood, par exemple. Donc il y a même des motifs un peu graphiques comme ça. Et il y a une logique de récit opératique dans la manière dont sont chapitrés les films, la grande place de la musique dans ces films, du mixage sonore qui est extrêmement développé, qui joue beaucoup dans l'immersion des films. Après, moi, en entrant dans la salle, si tu voulais savoir mon avis, c'était un peu le film de la dernière chance. Parce que autant j'avais pu être séduit par plein d'éléments de son premier film, même si j'ai un gros souci avec la toute fin du film, qui est quelque chose qui se retrouve aussi un petit peu, dans une moindre mesure, dans The Brutalist. Mais je trouvais intéressant cette manière d'ausculter ce découpage de l'Europe d'entre-deux-guerres. Donc, le film se passe en parallèle du traité de Paris. Du traité de Versailles, tu veux dire. Du traité de Versailles. Et donc, de comment on joue de redécoupage géopolitique, géostratégique, en le montrant du point de vue en fait, d'une famille, de la cellule familiale, au travers des rapports de pouvoir entre ce fils, cette mère, ce père. Et c'est donc une idée que je trouvais assez intéressante, même si dans sa toute dernière partie, ou surtout dans sa toute dernière séquence, il finit vraiment par me perdre par un procédé narratif qui va revenir de manière exponentielle dans Vox Lux et qui va signer un petit peu mon divorce avec Vox Lux en l'état, qui est cette idée de tout d'un coup détacher les acteurs de leurs personnages pour en faire des sortes d'abstractions, puisque on va le dire, Vox Lux, c'est un film qui suit le parcours d'une jeune rescapée d'une tuerie de masse aux États-Unis, qui va devenir une sorte de pop star, qui est une pop star en devenir. La première partie du récit est interprétée par Rafeh Kassidi, qu'on retrouve aussi dans The Brutalist. Et la deuxième partie, il y a une bascule temporelle, je ne sais plus combien d'années c'est. Je crois que c'est 17 ans plus tard. 17 ans plus tard. Et on retrouve ce même personnage, interprété par Nathalie Portman. Donc on se dit, ok, il y a passage du temps, changement d'acteur, pas de souci. Sauf que cette même Rafeh Kassidi, qui n'a pas changé d'un iota, joue la propre fille de Nathalie Portman. Et là, on commence déjà à avoir un petit souci. Le manager de la jeune fille, qui était interprété par Jude Law, qui était relativement un peu crapoteux, vieillot dans la première partie, paraît rajeuni dans la deuxième partie alors qu'il s'est passé 17 ans. La propre sœur de la jeune fille est interprétée par la même actrice qui, elle, ne semble pas avoir vieilli. Et moi, le film, à partir de là, me perd complètement. Ouais. Il y a cette même idée qui est en exergue de The Brutalist dans la scène d'intro et la scène de fin, avec le personnage toujours interprété par Rafeh Kassidi, qui joue à la fois la mère de l'architecte, mais aussi la nièce de l'architecte. Mais ça me semble déjà à la fois beaucoup plus encapsulé dans le récit, beaucoup plus organique. Et d'une certaine manière, ça me semble épouser l'idée d'un certain passé ou de quelque chose qui travaille toujours les personnages. Et donc, cette posture un petit peu abstraite qui pourrait y avoir dans ses premiers films, et je trouve plutôt assez sublimée, même si elle ne me convient pas complètement dans The Brutalist. Je suis un peu parti dans tous les sens, désolé. Non, c'est pas grave. Je me raccrochais à un truc. Il y a cette bascule, en effet, dans Vox Lux, que j'avais vu aussi. Enfin, que j'ai vu aussi, parce que, pour dire vrai, je l'ai vu après The Brutalist, mais bon. Donc, il y a cette bascule, 17 ans qui se passe. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'en termes d'enjeu, je trouve le film
extrêmement mal écrits, extrêmement peu clairs. Je ne vois pas très bien ce que Brady Corbet suit comme fil, en fait. Je ne vois pas très bien pourquoi je dois continuer à m'intéresser à cette jeune fille. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dramatique qui se cristallise autour d'elle. Il y a une espèce de côté un peu... tranche de vie comme ça, dans cette deuxième partie, qui m'a complètement largué, quoi. Vraiment, ça m'a complètement sorti du film, et c'est vrai que la vision était assez, de ce fait, assez pénible, en fait, sur Vox Lux. Maintenant, voilà, sur les 3 films, je pense qu'on voit vraiment cette volonté de faire un cinéma un peu... c'est un peu un pompier, quoi, Brady Corbet. Il fait... Je reviendrai dessus quand on parlera plus de... Il y a une sorte d'emphase, ouais, c'est ça. Mais ouverture, la musique à fond, des récits très, très découpés comme ça, avec en plusieurs parties. Là, on l'a dit, voilà, The Brutalist prend les atours d'une très grande forme. Donc, introduction, ouverture, première partie de 1h40, entracte, deuxième partie 1h40, épilogue. On est vraiment sur une espèce de gros gâteau comme ça. Et c'est une forme qu'il a déjà usée dans ses 2 premiers films, et qu'il a ici réussi. Qu'en dites-vous ? Je trouve que c'est... Pour parler de The Brutalist maintenant. En tout cas, je trouve que ces ouvertures fonctionnent à chaque fois, selon moi. Et je trouve que dans The Brutalist particulièrement. Et tu parlais du son tout à l'heure, Manu. Effectivement, je trouve que la manière qu'il a d'accorder le son et de comment le son s'insère dans l'image, et de comment le son effectivement prend le pouvoir. D'ailleurs, The Brutalist commence par du son. Enfin, je veux dire, on a le son avant l'image. Et la première séquence qui nous amène à la Statue de la Liberté, vue par les yeux à l'envers, vue par en dessous. On va y revenir, je pense. Vue par en dessous et à l'envers comme symbole, etc. Je trouve que ça fonctionne à plein pot. Ça nous lance dans le film complètement pour ne plus en sortir. Manu, qu'as-tu pensé de The Brutalist ? Oui, pour le coup, j'ai été largement récompensé de mon effort de retourner en salle après l'épreuve qui a été Vox Lux. Mais on y retrouve ces petits éléments dont je parlais, ces choix de casting qui sont aussi dans Childhood of a Leader, où tu suivais ce parcours de ce jeune garçon, et tout d'un coup, il y avait une bascule aussi temporelle, et tu le retrouvais vieilli sous les traits de Robert Pattinson qui jouait un ami de la famille pendant tout le reste du récit. J'arrive pas à cerner vraiment qu'est-ce qui motive ces choix-là pour que ça soit aussi récurrent sur ces 3 films-là. Comme je le disais, j'y vois quand même plus un sens thématique plus appuyé dans The Brutalist, et c'est quand même une partie très, très infime en fait, du film. Je pense peut-être même certaines personnes ne vont même peut-être pas le remarquer. Si on ne connaît pas Rafika Sidi auparavant, qui est une super actrice, mais qui est quand même pas un power star très, très important. Donc je pense que si on la grille pas dans la première séquence, on ne fait peut-être pas le lien de la revoir sous la forme de la nièce plus tard dans la deuxième partie du récit, d'autant plus que 2 heures sont écoulées entre-temps. C'est déjà un film de 3h30, 3h35, dont tu vois pas le temps passer. C'est un film extrêmement bien rythmé. Sa construction même, sa construction en 2 parties, la manière dont arrive l'intermission, l'entracte est extrêmement bien pensée de manière dramatique. Donc pour le coup, j'ai trouvé un talent scénaristique déjà qui n'était pas forcément évident dans la structure de ses films précédents. On y retrouve son appétence pour tourner en long plan séquence, mais qui favorise... C'était un des atouts, je pense, majeurs malgré tout de ces 2 précédents films, même sur Vox Lux que j'aime pas, mais ça joue beaucoup dans l'immersion, qui met en place ce travail sur la chorégraphie entre les acteurs, la caméra, ce mixage sonore qui à la fois poussé très à l'avant, mais à la fois qui va à des moments fait le jeu de te noyer quasiment sous une logorée verbale, mais qui est quasiment inaudible par moments. Donc il y a vraiment une volonté, je pense, à des moments de surécrire des dialogues pour un moment sursaturer de manière sonore tous tes sens, pour en fait que tu lâches un peu prise à ce niveau-là. En tout cas, moi j'y sens cette intention-là. Et là où dans son premier film et dans Vox Lux, j'avais du mal souvent à percer un peu le sens de son film, de voir où il cherchait à m'amener. Là, je trouve le film assez limpide, très riche, mais qui ne te perd pas en route. Moi, je l'ai vu étonnamment dans une salle pleine à craquer, qui réagissait extrêmement bien au film. Quand il y avait des moments en fait drôles, toutes les interactions entre Guy Pearce et Adrian Brody, il y a souvent un tempo malgré tout comique, malgré la dureté de la relation entre ces personnages-là. En fait, l'aspect
j'ai envie de dire, foireux du personnage de Guy Pearce, qui se voudrait cultiver, mais qui ne fait que s'entourer de gens cultivés, alors qu'il est en fait au final un rustre fini, quoi, en fait. Pour un coup, c'est le self-made man, mais on va y oui, mais dans la manière dans la manière où il le traite, tous ces échanges-là sont souvent assez comiques. La manière dont souvent il ponctue ces fins de conversation. Je me ravis de ces grands échanges intellectuels que nous avons. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment, tu sens que tu sentais dans toute la salle. Non, c'est vrai que ça fonctionnait en fait. Ouais. Faut pas du tout avoir peur en fait de la durée du film ou de sa forme. C'est un film extrêmement ouvert, c'est son film le plus ouvert. C'est aussi un film où je pense malgré tout, malgré la dureté du propos, c'est un film où malgré tout, même s'il continue de dépeindre des personnages en zone de gris, c'est quand même ces personnages qui sont les plus sympathiques, j'ai envie de dire. Dans ces 2 précédents films, les personnages sont quand même assez difficilement aimables. Là, ils le sont tout autant, mais tu arrives quand même à t'y projeter. Mais même, j'ai envie de dire, sur des antagonistes comme Guy Pearce, qui est quand même, au final du film, une ordure, mais qui, par la manière dont Guy Pearce le joue, il y a une forme de comédie dans la manière dont il le joue qui le rend un peu plus aimable qu'il ne devrait l'être. Ouais, il y a ce côté, tu disais, donc tu as vu dans une immense salle, enfin une très grande salle bruxelloise, tu m'as dit pleine à craquer. Il y a un truc qui est assez dingue autour de ce film, c'est que ils réussissent, je sais pas comment, mais il y a un côté film événement, quoi. C'est pas seulement la durée. De la part d'un réalisateur quasi inconnu, un cast, on peut pas dire que Adrien Brody soit un acteur aujourd'hui qui ramène sur son seul nom, tu vois, des gens en salle. Donc c'est vraiment très très étonnant. Ouais, donc il y a ce côté grande forme qui peut faire peur. Donc de nouveau, ouais, je trouve aussi, bon moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film également, même si j'ai certaines réserves, mais bon soit. Donc il y a cette grande forme qui peut faire peur, c'est 3h30, etc. Mais donc de nouveau, le film est extrêmement bien rythmé, mais finalement, c'est pas un film grandiose. C'est un film où finalement il y a assez peu de décors, finalement assez peu de personnages. L'intrigue est relativement resserrée, c'est pas une espèce de grand spectacle comme ça, même si il va réussir grâce à son découpage, comme tu le disais, cette logique de plan-séquence qui sont pas non plus ostensibles, à donner une espèce de souffle au film général. On peut pas dire que c'est pas Laurence d'Arabie, c'est pas un truc... Non, mais il y a une forme de mélodrame dedans. Oui, tout à fait. Mais c'est assez resserré finalement, en termes d'enjeux, en termes de personnages, c'est finalement assez resserré, même si le film a un grand pouvoir symbolique dès le début, quoi. C'est-à-dire que, donc, pour décrire un peu, à peu près la première scène où on voit Adrien Brody, on est vraiment dans la pénombre, on le suit pendant un bon temps, la caméra le suit pendant tout un temps. De manière très chaotique, on voit qu'il croise d'autres gens, etc. Et à un moment, il y a l'ouverture vers le jour, et on voit la Statue de la Liberté, qui est dans le cadre à l'envers. Et donc, à partir de ce moment-là, le film prend ce virage, enfin en tout cas cette orientation extrêmement symbolique tout le long du film. Donc même s'il raconte finalement l'épopée d'un seul homme, tout de suite on y voit énormément de symboles en fait. Cette séquence-là agit comme un révélateur de tout ce que va être le discours du film, de son rapport au rêve américain, à l'American Dream, et sa manière justement de botter en touche vis-à-vis de ça, quoi, de justement montrer que c'est l'échec même c'est même pas l'envers, l'échec de ce rêve américain. Tout à fait. Par rapport à cette grande forme, par rapport au plan séquence, pour le coup, c'est une vraie étude de caractère. Un film avec des personnages vraiment extrêmement complexes, extrêmement épais, tout à fait dans des zones de gris, comme tu l'as dit. Le personnage principal est un personnage qui est finalement assez peu aimable. Il a même un côté un peu prétentieux. Il est, et pourtant il y a une accroche qui se fait par sa vérité, son espèce d'honnêteté. Oui, effectivement, il y a une forme d'arrogance chez lui, mais alors moi je la rattache part. Tu t'es beaucoup retrouvé dans lui, toi. Bien sûr. Non, mais d'une part au gars qui sait exactement ce qu'il veut et qui connaît son travail, mais surtout je la rattache à une tâche qui est beaucoup trop, qui est trop grande pour lui, mais comme elle le serait pour tout un chacun. Moi, ce que je lis de lui de désagréable, c'est par rapport à la pression qu'il reçoit et par rapport aux humiliations sans fin on a parlé de Pearce, de ce patron, du fils du patron. J'ai l'impression que toutes ces marques d'humiliation font qu'il devient effectivement, au bout d'un moment, au bout du rouleau, et qu'il commence à gueuler sur tout le monde. Mais je ne l'ai pas trouvé antipathique premier abord. Pourtant, dans la deuxième ou troisième scène, il dit à une jeune fille de joie qu'elle n'est pas belle.
il dit pas exactement ça. Il dit qu'elle a les sourcils. Que son front est trop court par rapport à la distance. Oui, entre mais ses tu vois, ce que je me suis raconté, moi, c'est plutôt son œil architectural. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Mais du coup, parce qu'il dit quand même, t'es jolie de partout, sauf là, j'ai l'impression. Ouais, Alors, mais il a une espèce d'obsession du beau, d'élitisme, tout à fait. Oui, mais là, il y a encore aussi un tempo comique dans cette scène-là, qui fait que tu n'es pas, mise à distance vis-à-vis du personnage. Ouais, et puis il s'en sort pas gagnant non plus. Il a plutôt l'air de. Visiblement, il a plutôt une panne à ce moment-là. Il n'est pas forcément en position dominante. Non, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais bon, après, donc, dans le film, il est engagé par son cousin, Attila, qui est arrivé un peu avant lui, qui, de nouveau, extrêmement symbolique. C'est le mec qui a changé son nom, qui n'a pas d'accent hongrois, qui fait croire qu'il s'appelle, je sais plus, genre Miller. Qui n'a pas fait que changer son nom, il a changé de religion. Oui, il a changé de religion. Il est devenu catholique. Il est devenu catholique. Il a changé son nom pour Smith. Miller. Il a donné son nom à société Hanson pour bien sonner américain. Donc oui, effectivement, il essaie de bien s'adapter, de bien s'intégrer en tout cas. Mais donc voilà, donc Adrien Brody est engagé chez lui et il dit de nouveau, tout dans son être dit, tu fais un peu de la merde, mec. Tu vois, bon, c'est vrai. Tout ça pour dire que voilà, le personnage d'Adrien Brody est pas forcément. En tout cas, les personnages, comme tu le disais, Manu, sont dans des zones de gris, ce qui est vraiment extrêmement agréable. Ouais, peut-être un mot sur Adrien Brody, vu qu'on a un comédien qui est avec nous ce soir, n'est-ce pas, Julien ? Moi, tu vois, c'était vraiment l'acteur que je trouvais, que j'étiquetais un peu pleurnichard, quoi, tu vois, genre le mec parce que t'as vu Le Pianiste. non, mais c'est le mec qui trimballe une espèce de côté un peu, un peu un espèce de truc genre, je m'en prends plein la gueule, machin, tu vois. Un droupie avec l'autre goutonnet, quoi. Ouais, c'est ça, un peu. Ouais, il y a un côté comme ça. Et là, je trouve qu'il dépasse ça. Il a ce côté un peu, justement, désagréable, un peu sûr de lui, trop sûr de lui, un peu. Je trouve qu'il est plus. Il est plus dans ce ressort-là que j'avais un peu plaqué sur lui, quoi. Et très vite dans le film. Je voulais aussi faire un mot sur Adrien Brody. En fait, finalement, c'est vrai que je le rattache beaucoup au Pianiste, que j'ai un peu par hasard revu il y a 2 semaines, et où je me suis dit, effectivement, il est très bon, mais il est dans la complainte constamment. En même temps, le rôle, on peut pas dire qu'il est 2-3 moments guilleré dans le film. Et ici, je l'ai trouvé extraordinaire. Enfin, vraiment, je me suis dit, donnez-lui l'Oscar et n'en parlons plus. Enfin bon, j'ai pas vu tous les films concurrents, mais je le trouve extraordinaire parce qu'effectivement, il rattache à ce côté. Enfin, il y a aussi toute sa fragilité, sa fébrilité, où il a l'air d'être au bord des larmes en claquant des doigts de temps en temps. Quand il arrive, ou dès qu'on fait appel un peu à ses souvenirs, etc., je le trouve très beau dans sa fragilité. Et en même temps, comme tu dis, il y a cette colère et cette arrogance quand il gueule sur le gamin qui est en train de faire des espèces d'acrobaties sur le chantier, là, des tractions, ouais, tout à fait. Il est bien imbuvable, effectivement, et puis dans ses petites réflexions. Mais je l'ai trouvé vraiment à fleur de peau. Et plus largement que ça, je me suis dit que ce Corbet est un putain... Brady Corbet. Si vous me permettez l'expression, un putain ou un sacré directeur d'acteurs. Parce que vraiment, je trouve que chaque personnage qui existe dans les 3 films que j'ai vus, chaque acteur, chaque actrice, ils sont tous excellents. Et Yolande Moreau, que je ne porte plus trop dans mon cœur, je me suis surpris à me dire, tiens, elle peut encore faire des bonnes choses dans une certaine sobriété, dans une certaine tenue. Parce que... Précision, je rappelle que Yolande Moreau joue dans le premier film de Brady Corbet, pas celui-ci. Yolande Moreau joue dans The Childhood, c'était une surprise de la découvrir dedans, à côté de Robert Pattinson. Bon bref, j'avais l'habitude de voir Yolande Moreau dans des rôles où elle se caricaturait elle-même, je trouvais. Et là, franchement, je la trouvais très bien, très, comme je l'ai dit, très sobre, très au service du film, et très, même émouvante. Et donc, je résume, je trouve que ce réalisateur est un sacré directeur d'acteur. D'ailleurs, je pense que j'ai pas précisé le casting. Donc, il y a, dans The Brutalist, il y a Guy Pearce, Adrien Brody, on l'a dit, Felicity Jones. Il y a également Rafé Cassidy, tu vas le dire. Rafé Cassidy. Manu aime bien Rafé Cassidy. Stacey Martin et Joe Alwyn qui était dans Billie Lynn Long Halftime Walk, c'est ça, de Ang Lee. Stacey Martin qui est dans tous ses films, qu'il a rencontré chez Lars von Trier. Enfin voilà, en tout cas, j'étais parti sur le symbolisme du film et c'est clair que très vite, Adrien Brody devient l'immigrant qui va essayer de faire sa place
tout en essayant de rester lui-même. C'est peut-être ce qui l'opposera, en tout cas dans les premières 40-50 minutes du film, à son cousin Attila. On a le mythe du self-made man qui est incarné par Guy Pearce. Et bien sûr, on voit que toute ce mythe est en déliquescence, en fait, puisque c'est pour ça que je pensais au damné de Visconti, c'est que on sent bien qu'il y a une dégénérescence, en fait, dans la famille et dans cette maison de personnes richissimes qui a fait fortune sur l'effort de guerre, etc. Il semble sauver la fille au final. C'est vrai, il semble sauver la fille, mais en tout cas, le fils est sacrément... Ah ouais. Il en tient une sacrée couche. C'est vrai que pour le coup, le fils n'est pas du tout épargné dans le film. Ouais. Et la façon dont, tu t'en parlais tout à l'heure, Manu, effectivement, je sais plus qui en parlait, mais comme on suit Adrian Brody au début du film, dans cette espèce de chaos, de fébrilité, de peur, effectivement, comme tu parles de symbole, on se dit effectivement le rêve américain va pas se passer comme il le veut et il est semé d'embûches. Donc j'ai l'impression que, comme on dit souvent que les films racontent, que le film est contenu dans l'ouverture, là, c'était pas mal, effectivement, en termes de symbolisme. D'autre part, sur le fait que tu disais le récit est bien mené, je trouvais le scénario de Vox Lux catastrophique. Et là, ici, je trouve le scénario quand même vraiment très bien écrit. Et il y a des informations qui sont quand même assez cruciales pour relire le film, qui sont données vraiment à la toute fin et qui ne vont que renforcer cette lecture justement de l'échec du rêve américain et aussi comment le trauma des camps, toute leur histoire en fait transparaît tout du long en fait. Ce rapport au passé dont je parlais, qui me semble plus adéquat dans l'utilisation du double rôle de Rafik Hassidi, qui est cette histoire des camps qui est toujours montrée hors champ, mais qui en fait est toujours là en fait. Dans le rapport à l'addiction qu'a le personnage d'Adrian Brody, mais justement là-dessus on apprend la relation avec sa femme aussi. Il y a vraiment, et la manière à un moment où on va figurer en fait ce trauma-là en recréant de nouveau une violation du corps, quoi. Dans la manière dont on va marquer le personnage et comment dans le couple cette chose-là va être abordée. Je ne sais pas si on spoil jusque-là, mais en tout cas, je trouve le film assez fin sur ce rapport-là à la judéité des personnages, à la Shoah, leur rapport à leur identité, en fait. Parce que c'est une lecture que tu as vraiment que a posteriori, quasiment. Parce que moi, je l'avais un peu oublié tout au long du film, alors que l'épilogue te raccroche tout ça à toute ta lecture, quoi. Il y a des choses quand même comme ça, la manière très radicale qu'il a de diriger Rafik Hassidi quand elle joue la nièce. Elle passe tout... Oui, elle est mutique. Elle est mutique, littéralement. Mais quand je dis mutique, elle n'échange pas un seul mot, elle n'adresse pas un mot ni à son entourage, donc Adrian Brody et Felicity Jones, qui sont ses proches, ni au reste des gens. À un moment, tu te poses la question si elle est muette ou si elle est mutique, quoi. Et il y a quand même une scène où elle va se marier, elle va retourner en Israël. Et là, tu te dis, mais en fait, elle ne parlait pas parce qu'elle, déjà, elle a fait le constat qu'il n'y aurait aucune possibilité d'intégration en Amérique. Donc, je pense qu'elle incarne la face radicale d'une certaine judéité. Mais c'est quand même déjà là présent à ce moment-là du film, quoi. Moi, sur l'épilogue, j'avais plutôt des réserves, en fait. Paf. Non, mais je comprends. Dans le sens, parce que, en fait, comme Manu disait, j'ai pas trouvé le film long, malgré ses 3h30. Je trouve que ça passe très bien. Mais par contre, j'ai l'impression que là où certaines scènes pourraient être parfois allongées, certaines pourraient être condensées. Et l'épilogue, c'est ça que je reproche. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'une image vaudrait peut-être mieux qu'un long discours. Et là, tout à coup, on fait tout un discours assez long pour recontextualiser, réexpliquer un petit peu le sens de l'œuvre de ce personnage d'Adrian Brody, etc. La schlotote. Et je me dis peut-être qu'en 2-3 plans, ou même en un seul plan, ça pouvait être plus concis, plus fort et plus singulier que ce qu'on me donne à voir, qui est effectivement un peu bavard. Et on va pas reparler de Childhood, mais il y a aussi cette espèce d'épilogue qui pose question, en effet. En tout cas, c'est mes petites réserves que j'ai sur le film. J'en ai quand même une petite ou l'autre. Ouais, moi, au niveau des réserves, donc, je trouve qu'il y a quand même un certain déficit d'émotion, quoi. Moi, j'étais très admiratif du film, de la manière dont il était mené. J'étais accroché au récit. Vraiment, j'étais très intéressé par le récit. J'étais très intéressé par les personnages. J'étais admiratif de certaines scènes dialoguées,
notamment cette scène entre Guy Pearce et Adrien Brody, là, quand il l'invite chez lui, et puis ils font cette conversation, en effet, ces grands échanges intellectuels. Alors que lui, Guy Pearce déroule une histoire où finalement le terme de, la valeur marchande prime sur tout, quoi. Le capitalisme et l'argent priment sur tout. Mais il est très fin dans la manière dont entre guillemets très bien écrit, une scène brillante en fait. Le portrait de la bourgeoisie qui fait d'une certaine de ce type de self-made man est très fin, parce que tu vois en fait que le grand vide existentiel de ce personnage-là, qui a besoin de s'entourer de culture, en fait, parce qu'il en est tellement dépourvu, en fait. On pourrait prendre des exemples français de la manière comme des nombreux grands capitalistes se font grands mécènes d'art. Je trouve le film assez fin, parce qu'il y a aussi, je pense qu'il s'en cache assez peu, le Mardi Corbet, c'est ce rapport justement au financier, au propre financier de ces films, de comment en tant qu'artiste tu dois dealer avec ce genre de personnage-là, quoi. D'ailleurs, à propos c'est ça que le film aussi habité. Je pense qu'il y projette quand même aussi une vraie trajectoire et une vraie histoire, en fait. Ouais, c'est vrai qu'entre 2018 et 2024, il y a quand même eu 6 ans qui se sont passés, 6 ans pour faire ce film. Il faut noter aussi que le film a coûté finalement assez peu cher, je crois 10 millions. Ouais. Par rapport aux financiers dont tu parles, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, il sauve un peu les personnages féminins. Moi, voilà, spoiler, hein. J'ai adoré une des séquences de fin de film où sa femme vient debout devant tous ces mecs en train de dîner entre riches propriétaires, etc. La façon dont c'est filmé, comment elle se retrouve bien frontalement devant eux, ils sont sans voix et ils ne peuvent opposer qu'une espèce de violence dégueulasse qu'est celle du fils, parce que vraiment, effectivement, il en tient une couche, celui-là. Je trouve la séquence très forte et je suis heureux que ça... je trouve ça très juste que ça vienne d'elle et non pas de lui qui n'a pas les moyens d'en parler. On parle du fameux viol qu'on a évoqué seulement à demi-mot. On peut ne pas le dire, mais... je trouve cette séquence... non, mais vous pouvez couper, mais la façon dont elle confronte ces mecs-là à l'acte qu'il y a eu quelques temps avant en Italie, je trouve ça très fort. Ouais. Mais là où la scène, en fait, parce que autant en parler que de faire l'impasse dessus. Donc, un moment, spoilers ahead, le personnage de Laszlo et le personnage de son mécène, joué par Guy Pearce, se retrouvent en Italie pour acheter du marbre, alors qu'ils font la fête, ils ont fait la fête et qu'ils sont très 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 entamés, Guy Pearce va profiter d'un moment d'abandon de Laszlo pour le violer. Mais là où ça pourrait pour moi être un petit peu le dérapage d'un film qui cherche absolument soit à choquer le public, tu vois, ou à aligner une séquence choc, pour le coup pas du tout. Déjà c'est une scène qui est quasiment là encore en clair-obscur, qui est presque dénuée de violence graphique, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Mais c'est surtout, j'ai trouvé en fait très fine dans la manière dont au final ça te révélait autant de la psychologie en fait du personnage d'Adrien Brody sur cette incapacité qu'il a à dealer avec son trauma, cette manière dont il s'enferme dans son absence de communication, et la seule communication qu'il va avoir, c'est avec sa femme dans un moment d'abandon sous stupéfiant, quoi, où il va finir par... Dans son expression, c'est son art. Ouais. Tout à fait. Ouais, et ça raconte aussi le personnage de Guy Pearce qui... Je sais pas, il n'y a aucune allusion sexuelle à ses penchants ou ses envies avant ça, mais c'est une fois de plus une tentative d'humiliation envers Brody, de se l'approprier, de décider de tout et de le remettre un peu à sa place. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez des paroles qu'il dit pendant le viol, mais c'est vraiment... c'est aussi, c'est aussi le type installé... viole le type qui vient s'installer, quoi. Je veux dire, il y a quand même un côté genre je t'exploite, je te baise, quoi. Et c'est ta faute. Enfin, tu peux me remercier, tu vois. Il y a même une espèce de frustration parce que tu disais ils font la fête. Adrien Brody fait la fête et l'autre il le regarde un peu méchamment d'en haut comme ça. Mais bon, il est bien abîmé aussi. Il a l'air d'être bien amoché, mais d'être bien sous, mais quand même effectivement il se trame quelque chose. Puis les deux scènes de rapport intime dans le couple, je les trouve superbes. C'est quasiment filmé qu'en gros plan autour des personnages, mais là encore aussi
le verbe en fait érotise en fait la scène et je pense aussi l'usage du VistaVision, la manière d'être aussi proche de ces corps de manière aussi détaillée, mais qui est ce moment, le seul moment en fait où ces personnages dialoguent en fait, sans qu'il ait à parler en fait, elle connaît tout de lui. Ils ont passé la première partie des 2 heures du film où elle était toujours présente, mais elle était absente à l'écran. Et alors que lui n'arrive pas du tout à communiquer, à parler, elle a ce début de rapprochement et de relation avec lui en lui disant qu'il a le droit, qu'elle était partout là, qu'elle pensait tellement à lui, qu'elle était présente. Et ça tourne au jeu érotique entre deux, dont elle prend clairement l'ascendant. Mais c'est une scène qui va être quasiment identique au moment où lui va s'abandonner et va lui révéler à elle, nous on ne l'apprendra qu'à posteriori, que dans ce moment d'abandon il va lui révéler ce qui s'est passé en Italie. Et donc je trouve c'est très, très belle ces scènes intimes du couple, quoi, et de l'aborder sur le plan uniquement quasiment de la sexualité en fait. Donc je parlais en introduction dans le quiz, je disais que le film m'a fait penser, et bien sûr je crois qu'il dialogue, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Brady Corbet, mais le film dialogue quand même hyper fort avec ce film, donc The Fountainhead, le rebelle de King Vidor. Si vous ne l'avez pas vu, donc c'est un film de 1948 qui est adapté d'une romancière et philosophe américaine qui s'appelle Ayn Rand. Et Ayn Rand est un peu la papesse du capitalisme américain, des libertariens. Des libertariens, de l'égotisme, du moi devant tout le monde. Et ce film, The Fountainhead, finit, donc c'est l'histoire d'un architecte qui veut accomplir sa vision à tout prix, quitte à un moment plastiquer le chantier sur lequel il travaillait, mais qui a été repris par un autre architecte. Et de faire des morts d'ailleurs, mais qui finit en ayant accompli son œuvre. Et on le voit, le plan final du film, c'est vraiment une contre-plongée sur lui qui est en haut du grand building qu'il a accompli, et la fille vient vers lui comme ça dans une super forte contre-plongée. C'est vraiment le mec top of the world, quoi. Et là on a vraiment un film qui va déconstruire tout ce mythe vraiment point par point et de manière assez méthodique en fait, vraiment, alors que l'actualité est ce qu'elle est en ce moment. Ça va bien. Pour le coup, on a vraiment un film qui est éminemment contemporain, quoi, qui est vraiment un film qui met dans le mille, qui dialogue autant avec l'histoire du cinéma, avec l'histoire américaine et avec aujourd'hui d'une manière vraiment super forte, quoi. On va s'arrêter maintenant sur The Brutalist. Vous aurez compris que c'est un film qu'on a plutôt apprécié. On vous encourage très fort à y aller et on va passer maintenant au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Nous passons donc au conseil pour le dernier mouvement de cette émission. Et voici Julien Rombaud et son conseil. Oui, je vais vous parler d'un livre de Jonathan Koo, qui est un auteur britannique, et qui s'intitule le livre Mr. Wilder et moi, et donc qui parle évidemment de Billy Wilder, et qui s'intéresse au personnage, l'héroïne et le personnage de Fedora. L'héroïne va incarner le personnage principal dans Fedora, que Wilder considère un petit peu comme son chant du cygne, etc. Donc ça retrace un petit peu la fin de vie de Wilder, sa conception du cinéma, et puis le tournage sur cette île grecque, si je me souviens bien, un peu paradisiaque comme ça. C'est très intéressant, c'est très bien. Lisez Jonathan Koo, il a fait aussi Testament à l'anglaise, etc., etc. Mais Monsieur Wilder et moi, très chouette. Merci Julien de ce conseil littéraire éclairé. Je prends la balle au bond. Et je vais vous dire une annonce incroyable. Alors, il y a une compagnie qui s'appelle Celestial Pictures qui a racheté une partie du catalogue de la Shaw Brothers et qui a mis à disposition gratuitement sur YouTube. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne Shaw Brothers Cinéma, où vous pouvez juste aller la consulter, et il y a 11 déjà longs métrages de la Shaw Brothers qui sont disponibles gratuitement online si vous voulez vous faire une petite soirée. Mais non. Voilà,
Mais si, tout à fait. Petite soirée dévouée au cinéma chinois de la grande époque. Mais bon, il n'y a pas le meilleur du catalogue. Hein, on va pas trouver l'Hirondelle d'Or ou La Rage du Tigre. Mais il y a des films qui méritent quand même le détour. Manu. Eh ben moi, je débuterai l'année comme j'ai terminé l'année en conseillant du cinéma indien à nouveau. Donc pas du cinéma indien plus facilement accessible. On va te faire un jingle en fait, hein, c'est ça. Je pense. C'est La Pata Ladies de la réalisatrice Kiran Rao. Et c'est un mélodrame, une comédie romantique sur 2 femmes qui, lors de leur mariage, sont échangées et ils vont subir deux destins totalement différents. C'est un film à la fois très drôle, très fin sur les différences entre la ville et la campagne, toutes les oppositions de culture qui peuvent exister en Inde. Donc voilà, c'est au final un assez feel-good movie, mais qui dépeint aussi toutes les problématiques de la société indienne. Donc voilà, je crois que le film est amené à concourir à l'Oscar du film étranger pour l'Inde cette année. Donc voilà, si vous voulez découvrir un bon feel-good movie indien, peut-être le plus accessible que certains films que j'ai conseillés l'année dernière, je vous conseille donc de découvrir La Pata Ladies de la réalisatrice Kiran Rao. Et merci Manu, merci Julien. J'ai à vous rappeler que nous sommes présents donc sur notre site internet transmissionlepodcast.com. Nous avons également notre chaîne YouTube, nous avons notre fil Instagram, Facebook. On est disponible sur Spotify, sur plein d'applis de podcast, Acast, Podcast Addict, tout ce genre de choses. Et on a maintenant aussi une page Letterboxd. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci beaucoup Manu. Merci les gars. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle formule. Peut-être que du coup vous allez vraiment aller voir The Brutalist et nous écouter après. Alors si vous nous avez écouté après, faites-nous des commentaires. On a eu plein de commentaires sur l'émission Fabrice Duwels et on était super contents. Donc voilà, faites-le, ça nous fait du bien au cœur et on aime ça. Merci, à bientôt, au revoir.